Bonjour, mesdames et messieurs, je vous propose de démarrer cette journée, ce premier lundi du Salon de l'Agriculture. Je suis Julie Braillard-Mancor, directrice générale adjointe de FranceAgriMer. Alors c'est un vrai plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui, d'abord parce que c'est mon premier salon international de l'agriculture en tant que directrice générale adjointe de FranceAgriMer, mais aussi parce que c'est l'ouverture de notre première conférence sur le stand de FranceAgriMer. J'allais dire pour cette semaine qui sera très riche. Je vous recommande la lecture de notre dossier de presse qui pourra vous donner l'ensemble des événements que nous ferons sur le stand, à la fois les conférences, les mini-conférences et puis les diverses tables rondes. Donc pour nous, aujourd'hui, c'est vraiment le lancement d'une semaine que nous souhaitons riche d'échanges et de rencontres. Alors ce matin, nous allons parler consommation hors domicile en France. Vous le savez, c'est un débouché important pour l'ensemble des filières, hein, puisque plus du tiers des dépenses alimentaires sont faites en restauration hors domicile. Et or, sur ce segment, nous avons une vraie difficulté d'accéder et de collecter des données, puisqu'en fait, nous avons environ 280 000 établissements de restauration, comme nous pourrons le revoir, de restauration commerciale ou collective, et qui sont eux-mêmes approvisionnés par une grande diversité de circuits qui sont soit généralistes, soit très spécifiques pour certains produits alimentaires. Alors, FranceAgriMer, dans son rôle à la fois d'éclairage pour les filières agricoles et de dialogue et de concertation et de réflexion, a décidé d'investir ce champ au profit du collectif des filières et donc a fait faire une étude approfondie sur ce segment de consommation hors domicile par Gira Circana, que nous remercions, afin d'obtenir des données transversales sur ce secteur et des données également par filière. Et comme nous le verrons, je pense, au cours des présentations, nous avons fait des choix de filières assez spécifiques qui ont dépendu à la fois de l'importance du débouché pour la filière, mais aussi de la qualité de la donnée que nous pouvions obtenir. Alors, vous aurez aujourd'hui donc, grâce à cette conférence, un aperçu des grandes évolutions des secteurs de la restauration commerciale et de la restauration collective entre 2019 et 2023, avec les tendances détaillées par secteur. Comme vous le savez, durant cette période 2019-2023, nous avons eu des impacts assez forts de différentes crises, et merci, notamment un secteur marqué par le choc de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 et des impacts très forts sur le secteur de la restauration, en particulier hors domicile, liés au confinement et aux fermetures des lieux de restauration. Mais aussi un impact à plus moyen terme lié à cette crise sanitaire, puisque elle a aussi, j'allais dire, été suivie d'une inflation évidemment liée également à la situation politique internationale qui a frappé directement cette activité de restauration qui mobilise énormément l'énergie et les matières premières agricoles dont les prix ont été impactés, et vous le savez, de façon directe. Mais au-delà de ces chocs, nous le verrons, nous avons pu observer également des tendances lourdes qui sont confirmées par l'étude qui va vous être présentée, avec un développement global important du secteur de la restauration hors domicile, mais aussi une diversification de ce secteur, avec une montée en puissance de nouvelles formes de restauration, souvent et le plus souvent nomades, avec aussi un changement des générations de consommateurs. Une multiplication aussi des cuisines à thème ou des cuisines étrangères, hein, une ouverture au monde, et donc aussi un bouleversement de la restauration dite traditionnelle, mais également un essor, et vous le savez, j'allais dire vous le vivez au quotidien, de la restauration en livraison à domicile. Et donc l'ensemble de ces éléments aussi sont marqués par une importance et une montée en puissance des chaînes de restauration hors domicile,
Et paradoxalement, de l'autre côté de la pièce, nous avons également une offre de restauration qui est également marquée par une tendance à la valorisation de la montée en gamme, qui est, j'allais dire, de l'autre côté de l'échiquier, avec une valorisation des labels, des origines, de la qualité des produits, soit parce qu'il y a une obligation réglementaire en la matière, soit parce que ça répond à la demande des consommateurs et des nouveaux consommateurs également. Alors, cette conférence aujourd'hui va vous permettre donc d'éclairer l'ampleur de ces phénomènes et surtout de les documenter avec des données chiffrées, puisqu'en fait, il y a des choses qu'on ressent, mais c'est toujours mieux quand on les éclaire avec des données, j'allais dire, de tiers, de référence. Et c'est ce qu'est aussi, j'allais dire, ce qu'est FranceAgriMer. Et nous allons pouvoir aussi les préciser ces résultats par filière, et en particulier pour les filières viande, fruits et légumes et vin. Alors, je ne serai pas plus longue, car je sais que ces résultats sont très attendus à la fois par les professionnels des différentes filières, mais aussi par le secteur de la presse généraliste et spécialisée, puisque, comme je l'ai dit au départ, les données relatives à ce secteur de la consommation hors domicile sont particulièrement difficiles à obtenir et essentielles à la compréhension de l'évolution des filières. Alors, je vous souhaite des travaux fructueux et un très bon salon, et je vous remercie. Merci Julie. Du coup, je vais introduire, on va dire initier cette conférence par un certain nombre de données de cadrage sur la consommation hors domicile et la resituer notamment dans l'ensemble de la consommation des ménages. Donc voilà, vous allez retrouver ici le déroulé de la conférence. Donc je vais commencer par resituer, comme je le disais, la consommation hors domicile dans l'ensemble des dépenses des ménages donc français. Et puis ensuite, on vous présentera rapidement l'étude qu'on a conduite avec Gira, et notamment la présentation du segment de la restauration à la fois hors domicile, à la fois collective et commerciale entre 2019 et 2023, et on verra les évolutions principales qu'on peut lister pour l'ensemble du secteur. Et puis donc, comme on l'a dit, des focus viande et fruits et légumes, et puis un focus vin qui s'appuie sur une autre étude que présentera Nolan juste après. Donc sans plus de préambule, pour vous resituer les dépenses alimentaires des ménages dans l'ensemble des dépenses des Français. Donc vous connaissez relativement bien, je pense, ces grandes tendances. Vous avez en bas, c'est la consommation alimentaire, c'est les dépenses alimentaires en l'occurrence des ménages, qui vont regrouper ici donc à la fois les dépenses à domicile et les dépenses hors domicile. Et on peut voir, c'est assez connu, c'est assez documenté, qu'il y a une forte réduction des dépenses alimentaires depuis les années 60. On passe de 32% à 22%, donc il y a 10 points de part qui ont été perdus, principalement d'ailleurs au bénéfice du secteur du volet logement et au gaz et électricité. Mais ce qu'on peut voir aussi, et c'est un peu moins dit, donc moi je le resignale à l'occasion, c'est que la part des dépenses alimentaires, elle a plus baissé depuis le début du siècle. On est déjà en 2024, et c'est la baisse qu'on a connue au XXe siècle, la deuxième moitié du XXe siècle, elle est plus constatée. On reste sur 22%. Vous le voyez, on est en 99 ici, donc quasiment en 2000. On est resté autour de 22% de dépenses alimentaires des Français consacrées à l'alimentation. Dans ces dépenses alimentaires, donc qui sont restées relativement constantes depuis maintenant près de 25 ans, la part de la restauration, la part de la consommation hors domicile, en tout cas au sens large, elle a continué à progresser. Vous avez ici les chiffres, toujours sur la période 1960-2023. 2024 même, pardon. Et on voit ici donc cette baisse cette baisse de la consommation à domicile et l'augmentation de la part de la consommation hors domicile qui progresse. On est passé de 13% en 1960 à 32%, et on était encore à 26%. Donc on a gagné 6 points dans la répartition des dépenses alimentaires, 6 points entre 2000 et 2023-24. Donc on est passé de 26 à 32%, donc c'est près d'un tiers quand même des dépenses des Français qui sont aujourd'hui consacrées à la consommation
hors domicile. On voit aussi les années 2020-2021 qui sont très marquées ici. Vous les voyez très bien sur le graphique. On voit l'impact du Covid et les restrictions sanitaires qui ont réduit temporairement cette part consacrée à la consommation à domicile. Mais on voit que depuis la sortie de crise sanitaire, on est très largement revenu aux tendances précédentes et on voit que cette part continue à progresser. Cette part, elle est donc très importante. Encore une fois, on est à 32% pour l'ensemble des ménages, mais elle est très différente selon la catégorie des ménages, et notamment selon le niveau de budget. On va mettre juste 2 diapos là-dessus pour vous signaler que la part des dépenses alimentaires consacrées, la part des dépenses consacrées à la consommation hors domicile, elle est très dépendante du revenu. Vous voyez que pour l'ensemble des ménages, on est à 6% de l'ensemble des dépenses des ménages consacrées à la consommation hors domicile, mais ce pourcentage, il est de 4,7% pour le premier décile de revenus des ménages, donc pour les ménages les plus pauvres, les 10% de ménages les plus pauvres, et il est de 8% pour les ménages les plus riches. Donc c'est un marqueur assez fort de niveau de revenu, la consommation hors domicile. Et ce qu'on peut constater aussi, c'est le graphique à côté de droite, c'est que la part au sein de la consommation hors domicile, la part de la restauration collective et de la restauration commerciale est aussi très fortement marquée par le niveau de revenu. En moyenne, sur la partie, alors c'est des catégories de l'INSEE, donc c'est pas exactement celle qu'on vous présentera juste après, mais ça donne les ordres de grandeur. Pour la consommation, on va dire, en restauration collective, donc c'est marqué ici cantine, mais qui regroupe aussi les cantines d'entreprise, c'est plutôt la restauration collective. On est autour de 22% des dépenses de consommation hors domicile qui sont réalisées donc en collective, mais cette part-là pour le premier décile, donc pour les ménages les plus pauvres, elle est presque au tiers, à 33%, alors qu'elle n'est que de 15% pour les ménages les plus aisés, donc pour le dernier décile. Donc vous voyez quand même que là aussi on a des marqueurs qui sont très forts, c'est-à-dire que le niveau de revenu va peser énormément sur la part de la consommation hors domicile dans l'ensemble des dépenses des ménages, et sur la part de la restauration collective dans l'ensemble des dépenses de consommation. Ce qu'on voit quand même, c'est que les dépenses alimentaires, vous voyez que les dépenses alimentaires, dans le graphique de gauche, je reviens dessus, elles sont relativement stables par contre selon les niveaux de décile. On est toujours autour de 22% de dépenses alimentaires pour les ménages, quel que soit le niveau de décile. Par contre, c'est la part respective de la consommation à domicile et hors domicile qui est très discriminée par le niveau de revenu. Et je le reflète ici à nouveau dans un autre graphique. Vous voyez que donc, là, j'ai mis les 12 postes de dépenses catégorisés par l'INSEE. Et sur ces 12 postes de dépenses, on voit que les dépenses de restauration, hôtellerie, c'est celles qui sont les plus impactées par le niveau de revenu. C'est là où la part, selon le niveau de revenu, est la plus différente. Donc en gros, les ménages les plus modestes vont donc nettement moins en restauration, en tout cas dépensent moins en restauration que les ménages les plus aisés, et c'est le poste qui est le plus bas de ce côté-là, et que les dépenses alimentaires, inversement, sont plus marquées. Les dépenses alimentaires, celles qui sont en bleu, on voit qu'elles sont nettement corrélées là aussi avec le revenu, mais positivement, c'est-à-dire qu'en gros, la part des dépenses alimentaires dans le revenu des ménages modestes est bien plus élevée que pour les ménages aisés. On voit par exemple que pour les dépenses de santé, c'est l'absence de barre au milieu, c'est relativement neutre. La part des dépenses de santé des Français, elles sont relativement, en proportion de leur revenu bien sûr, elle est relativement constante selon le niveau de revenu. Voilà, c'est relativement important parce que ça veut dire qu'il y a des perspectives de valorisation qui ne sont pas les mêmes selon les segments de consommation alimentaire à domicile et hors domicile. Et puis avant de laisser la parole à Anissa, un mot sur les tendances passées, parce que du coup on va vous présenter plutôt des photographies des dernières années sur la consommation hors domicile. Un point sur les évolutions passées, donc du chiffre d'affaires sur différents segments de la consommation. Ici donc de 1999 à 2024. Et ce que vous voyez ici, c'est que les dynamiques sont assez différentes selon les segments de la consommation hors domicile, notamment de la restauration. Vous voyez donc le creux du Covid, donc là il est un peu lissé, mais vous voyez un creux très fort du Covid qui a très fortement impacté le secteur, on le sait, sur les années 20-21. Et on voit qu'il y a une reprise
de tendance qui est nettement plus marquée sur la restauration rapide notamment que sur la restauration collective sous contrat. C'est la courbe en bleu la plus claire. On voit que la tendance était déjà moins marquée, plus faible, moins soutenue, même si elle était en croissance avant le Covid. Et on voit que le niveau post-Covid est aussi moins marqué. Donc la restauration rapide est celle qui a le plus progressé sur les 20 dernières années, on va dire. Et on va voir que ça s'est confirmé dans les dernières années également. Voilà, je ne serai pas beaucoup plus long. Je voulais juste réintroduire l'intérêt du coup d'étudier ce secteur. On a vu la part des dépenses qui sont quand même relativement conséquents. Donc c'est un secteur, comme l'a dit Julie Braham encore, qui est encore méconnu, sur lequel on a besoin de produire de la donnée, de produire de la référence, parce qu'on n'a pas ce qui existe pour les données de consommation à domicile, de données de panels, notamment des panels de consommateurs qui permettent de documenter un certain nombre d'informations sur la consommation à domicile. On est beaucoup moins riche en données sur la consommation hors domicile, alors même que le secteur est un débouché qui est devenu relativement conséquent et même très important pour un grand nombre de filières. On va l'illustrer pour 3 d'entre elles. Et donc on a besoin de pouvoir éclairer ces données-là. On a besoin de l'éclairer avec des données et une approche qui est certainement un peu différente de ce qui peut exister sur la consommation à domicile, notamment parce que les circuits sont relativement éclatés et les acteurs sont aussi relativement divers. Je vais passer la parole à Anissa qui va vous présenter rapidement la méthodologie d'abord et puis ensuite les focus et le point sur le marché. Merci. Bonjour à tous et merci Pierre pour ces premiers éléments. Donc, comme il vous l'a dit, on va d'abord voir dans un premier temps donc, la méthodologie. Donc, l'objectif de cette étude, ça va vraiment être de venir appréhender les flux les plus importants du marché de la consommation à domicile, hors domicile, avec une segmentation qui va vraiment être associée et adaptée. Donc la méthodologie de Jira-Circana, ça va être dans un premier temps donc, de collecter et d'analyser des bases de données, des grossistes, des cash and carry et des différents opérateurs de la restauration, pour ensuite extrapoler ces données pour recréer le marché à l'échelle nationale de la France. Cette méthodologie, elle est aussi associée à Ils ont fait aussi 500 enquêtes auprès de restaurateurs et des entretiens qualitatifs avec les principaux grossistes, donc, qui sont au nombre de 10 entretiens. Et donc cette méthodologie, elle a permis d'avoir plusieurs types de résultats. On a donc une segmentation par nature de la clientèle, donc que ce soit de la restauration collective ou de la restauration commerciale, et également par nature du gestionnaire, donc que ce soit des restaurants structurés ou alors indépendants. Donc on va avoir une première partie cadrage de marché avec des données en 2019, puis 2021, 2022, 2023, et des focus filières dont on parlera après. Et donc ces résultats permettent d'évaluer le marché en volume, en valeur, en prix moyen, en évolution et en part de marché pour les filières retenues. À savoir que cette étude sera prochainement publiée. Donc, premièrement, donc, l'architecture du marché vue par Jira. Donc, on a la consommation hors domicile en rose, en haut, qui est divisée en deux. Donc, vous avez 85% du chiffre d'affaires en 2023 qui a été réalisé par la restauration hors foyer, donc, qui se divise ensuite à 72% par la restauration commerciale. Donc dedans, on a les services à table, donc la restauration traditionnelle, les restaurants self-service, la restauration rapide type fast-food, les cafés et bistrots, hébergement, transport et sites de loisirs. Et vous avez ensuite, en vert, donc 28% du chiffre d'affaires de la restauration hors foyer est réalisé par la restauration collective, donc travail, enseignement, santé, social et les autres circuits. Et vous avez ensuite donc, la consommation hors domicile est composée par la restauration hors foyer, mais également par les circuits Impulse. Donc c'est les circuits alternatifs qui, eux, représentent 15% du chiffre d'affaires. Eux, ça va être les commerces alimentaires, donc les boulangeries, pâtisseries, les stations-service, les presse-tabac et les ambulants saisonniers. Donc, on va voir maintenant, en termes d'établissements, on voit que vraiment qu'il y a une progression très importante du nombre d'établissements entre 2019 et 2023, avec plus 5%. Donc, ce qui représente presque 20 000 établissements supplémentaires. Donc, on voit que c'est principalement en rose, donc la restauration commerciale qui porte cette hausse, avec plus 7% d'établissements supplémentaires. Et ensuite, les circuits Impulse qui, eux, ont augmenté de 4%. Et vous avez la restauration collective qui, elle, est plutôt stable, avec 81 000 établissements en moyenne. Ensuite, si on regarde la répartition, donc d'abord à gauche, vous avez la répartition du nombre d'établissements.
Donc on voit que la restauration collective perd 1 point entre 2019 et 2023. Et ce point, il est capté par la restauration commerciale, alors que la part des circuits Impulse reste stable autour de 32%. Ensuite, on voit donc à droite la répartition par chiffre d'affaires. Et là, on voit plutôt que c'est entre la restauration commerciale et les circuits Impulse que la redistribution se joue, avec une restructuration de l'ordre de 2 points en faveur des circuits Impulse. Donc si on regarde ces deux graphiques, on voit que ce soit en termes de nombre d'établissements ou de chiffre d'affaires, c'est vraiment la restauration commerciale qui détient le plus gros nombre de parts. Et ça, c'est d'autant plus visible avec le chiffre d'affaires, donc avec 61% réalisé par la restauration commerciale. Et là, si on regarde encore les deux, donc ce qui peut paraître intriguant pour les circuits Impulse, donc pour rappel, les boulangeries, les bars tabac, les stations-service, c'est la différence entre les deux indicateurs. Cet écart, il peut notamment s'expliquer par le fait qu'il existe énormément de boulangeries dans l'univers de la restauration hors foyer, mais le prix des produits vendus est bien moins cher que ceux que, par exemple, le prix d'un repas en restauration commerciale. Donc beaucoup d'établissements, mais pour un chiffre d'affaires plus petit. Ensuite, si maintenant on regarde donc l'évolution du chiffre d'affaires, on voit que au global, donc comme je vous l'ai dit, il a augmenté de, enfin non, je vous l'ai dit, il a augmenté de 9% entre 2019 et 2023, et donc on voit que cette hausse, elle est portée par tous les secteurs. Donc on va d'abord commencer par la restauration collective en bleu. Donc pour rappel, c'est le deuxième secteur dont la part du chiffre d'affaires est la plus importante, avec 24 milliards d'euros réalisés en 2023. Et ce chiffre d'affaires, il est en hausse de 9% en 4 ans. Donc ce qu'on peut voir, c'est que toutes les branches de la restauration collective ont vu leur chiffre d'affaires en hausse, sauf le travail. Le travail voit son chiffre d'affaires baisser de 6%. Donc on peut peut-être y voir ici l'effet du télétravail, avec des personnes qui se rendent moins sur leur lieu de travail et donc qui mangent moins à la cantine de leur lieu de travail. À l'inverse, on peut voir que tous les autres secteurs sont à la hausse, notamment les secteurs de la santé, donc plus 10%, du social, plus 23%, et des loisirs sociaux, qui 15%, et donc tous ces secteurs ont une hausse à 2 chiffres. Maintenant, on va regarder la restauration commerciale en rose. Donc, premier secteur, donc avec 60 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2023 et qui enregistre au global une hausse de 5% en 4 ans. Mais pourtant, on voit des évolutions qui sont beaucoup plus contrastées que pour la restauration collective. Certains sont à la hausse, donc notamment la restauration traditionnelle, service à table, donc plus 5%, la restauration d'hébergement, plus 12%, et surtout la restauration rapide avec plus 25%. On a d'autres secteurs qui sont en parallèle à la baisse. On a notamment le secteur du self-service qui voit son chiffre d'affaires chuter de 36%, mais on était sur un nombre d'établissements beaucoup plus restreint. Les restaurants de concession, donc pour rappel, les restaurants de concession, ça va être tout ce qui est parc de loisirs, cinéma, sites culturels, complexes sportifs ou d'exposition. Et enfin, les cafés débit de boissons qui chutent de 8%. Et en jaune, vous avez les circuits Impulse qui, eux, augmentent de 28%, avec les boulangeries qui augmentent de 34% et les autres, les bars tabac, les presses, stations-service, ambulants, etc., qui, eux, augmentent de 23%. Donc, si on regarde maintenant la répartition du chiffre d'affaires, on va rentrer donc dans le détail des différents segments. Donc, on va commencer par la restauration collective. On voit que c'est principalement, ça corrobore avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, le secteur du travail qui va perdre des points. Donc, il perd 3,2 points de part de marché entre 2019 et 2023. On a aussi l'enseignement qui voit sa part de marché reculer de 0,5 points. Et à noter qu'en 2019, donc, pardon, je ne vous ai pas dit, mais l'anneau interne, c'est 2019 et l'anneau externe, c'est 2023. Et donc, on peut voir en 2019 que l'enseignement était le premier poste. Et donc, maintenant, c'est le deuxième. Et donc, les parts de marché qui ont été perdues à la fois par le travail et par l'enseignement ont été captées principalement par le secteur social, qui gagne donc 3,4 points. Et donc maintenant, ce secteur représente, c'est le plus important, avec 30,2 points de part de marché.
On a aussi les loisirs sociaux et la santé qui ont un petit peu augmenté, donc 0,3 points et 0,1 point. Si on regarde maintenant donc le nombre d'établissements, le nombre de repas servis, donc en millions de repas servis. Donc en fait, j'ai comparé ça avec l'évolution du chiffre d'affaires. Et donc ça m'a permis de tirer des conclusions qui sont des hypothèses, notamment par rapport à l'inflation. Donc c'est-à-dire que si le chiffre d'affaires d'un secteur augmente, mais que son nombre de prestations diminue, on peut émettre l'hypothèse que le prix du repas a augmenté. Et donc c'est un secteur particulièrement soumis à l'inflation. Et à l'inverse, si la hausse du chiffre d'affaires monte en parallèle du nombre de repas servis, alors on peut se dire que c'est une évolution plutôt structurelle. Et donc là, ce qu'on peut voir, c'est donc pour tout à gauche, pour le travail. Donc le nombre de repas a significativement reculé, donc de 20%, donc ce qui représente 85 millions de repas en moins. Et parallèlement à ça, on a vu une évolution du chiffre d'affaires. Donc là, on pourrait y voir l'évolution, l'impact encore une fois du télétravail, avec des personnes qui se rendent moins sur leur lieu de travail. Pour l'enseignement, on a donc à la fois une hausse du chiffre d'affaires et une baisse ici c'est ce qu'on voit, une baisse du nombre de repas. Donc on peut peut-être faire l'hypothèse que le prix du repas a augmenté sous l'effet de l'inflation. Ensuite, pour la santé, le nombre de repas servis a presque retrouvé ses niveaux pré-Covid, avec 472 millions de repas servis en 2023. Le social, de la même manière, le nombre de repas a augmenté avec 78 millions de repas supplémentaires. Et ensuite, on a une certaine stabilité pour les loisirs sociaux et les autres collectivités. Donc là, ce qu'on peut en dire, c'est un rattrapage post-Covid assez partiel en termes de nombre de repas servis, avec principalement le secteur social qui affiche des performances au-delà de celles de 2019. On prend les questions après, si ça vous... Oui ? Alors, social, vous avez les crèches, les EHPAD privés, les EHPAD et les EHPAD publics. Et pour les loisirs sociaux, ça va être tout ce qui est centre de loisirs. Donc maintenant, on va faire le même travail avec la restauration commerciale. Donc là, on voit qu'on a une restructuration assez importante des parts de marché accordées à chacun des secteurs entre 2019 et 2023. Donc comme tout à l'heure, anneau intérieur 2019, anneau externe 2023. Donc là, cette restructuration, elle est principalement en défaveur donc, de la restauration de concessions qui perd des parts de marché avec 2,9 points de moins. Donc on peut faire potentiellement l'hypothèse ici que les visiteurs, donc par exemple des sites de loisirs ou des parcs d'attractions, amènent plus fréquemment leurs repas de l'extérieur pour limiter les dépenses sur les sites. On a aussi d'autres secteurs qui perdent des parts de marché, notamment les cafés débits de boissons qui perdent 1,3 points de points. Donc maintenant, ils représentent 9,4 points de parts de marché. On a aussi les restaurants self-service qui perdent 0,8 points pour 1,1 point % de part de marché. Et la restauration de transport. Et donc ce qu'on peut voir, c'est que ce sont les plus petits secteurs qui perdent le plus de points, avec donc une convergence vers les circuits principaux de la restauration commerciale. À l'inverse, on a donc des secteurs qui sont à la hausse. Donc on a une sorte de rééquilibrage en faveur, cette fois, de la restauration rapide, qui capte 4,4 points de marché supplémentaires, qui vient de se placer donc, au coude à coude avec la restauration service à table, qui reste tout de même le principal secteur. Et donc on a 31,7% pour la restauration service à table et 27,9% pour la restauration rapide. Et on a également la restauration d'hébergement avec 1,1 point supplémentaire. Donc maintenant, on va regarder, comme tout à l'heure, le nombre de repas servis en 2019, 2021, 2022, 2023. Donc, comme on l'a vu précédemment, le chiffre d'affaires de la restauration service à table a augmenté de 5%, ce qui représente 9 millions d'euros supplémentaires entre 2019 et 2023. Pourtant, ce qu'on peut voir ici, c'est une baisse du nombre de repas servis par rapport à 2019, donc 10% de repas en moins, et donc des niveaux pré-Covid qui ne sont pas encore rattrapés.
Et donc si on a une hausse du chiffre d'affaires mais une baisse du nombre de repas servis, on peut supposer une augmentation du prix du repas, donc peut-être due à l'inflation. Mais on voit quand même, c'est à noter, une hausse à la fois par rapport à 2021 et par rapport à 2022. Pour le self-service, on voit une légère reprise, donc loin de 2019, avec 58 millions de repas servis en 2023. Pour la restauration rapide, on a un rattrapage complet du nombre de repas servis post-Covid, avec 1,8 milliard de repas, servis. Mais souvenez-vous, le chiffre d'affaires a augmenté, donc on peut imaginer une plus grande valorisation du prix du repas. Pour les cafés débits de boissons, les niveaux pré-Covid ne sont pas encore atteints, mais on voit une progression par rapport à 2021 et par rapport à 2022. Pour la restauration d'hébergement, les niveaux sont presque atteints, avec une progression 2021-2022. Mais par contre, si on regarde le chiffre d'affaires, il est beaucoup plus élevé qu'en 2019. Donc, baisse du nombre de repas servis, mais hausse du chiffre d'affaires, on peut supposer une augmentation des tarifs. On va maintenant voir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Jira nous a aussi fourni des données en fonction de la nature du gestionnaire. Donc ce que vous pouvez voir à gauche, c'est la répartition du chiffre d'affaires de la restauration commerciale entre restaurants chaînés et restaurants indépendants, avec une comparaison 2019-2023. Et à droite, le chiffre d'affaires par détail de type de restaurant. Donc ce qu'on peut voir ici, la première information la plus importante, c'est que la restauration indépendante, elle domine le marché de la consommation hors domicile, aussi bien en restauration collective qu'en restauration commerciale. Ici, on va plutôt s'attarder sur la restauration commerciale, parce qu'il y a très peu d'évolution sur la restauration collective. Donc, pour la restauration commerciale, on voit que la restauration chaînée prend une part de plus en plus importante et donc qui gagne 1,6 points supplémentaires entre 2019 et 2023 et qui représente désormais 44,6% du chiffre d'affaires. Si maintenant on regarde à droite, donc la répartition par type d'établissement, on voit que le chiffre d'affaires de la restauration rapide est majoritairement réalisé par des restaurants chaînés. Et au vu de la part grandissante de la restauration rapide dans le total, dans l'univers de la consommation hors domicile, on peut se dire que ce sont les fast-foods qui tirent à la hausse ce pourcentage global qu'on voit à gauche. Par contre, on voit que le modèle il est complètement inverse ici pour la restauration traditionnelle. Donc la majeure partie du chiffre d'affaires est réalisée en restaurant indépendant. Donc voilà ce qui était pour les données de cadrage. On va désormais passer... Je vais juste boire un tout petit peu d'eau, ça ne vous dérange pas? Attends, c'est bon, j'en ai. Donc... on va passer maintenant à la viande. Donc, vous avez à gauche la nomenclature qui nous a été fournie par Jira. Donc ça, c'est le premier degré. Donc on va avoir la viande de bœuf, la viande de veau, la viande de mouton et agneau, viande de porc, charcuterie de porc, les produits tripiers, la volaille, les élaborés de volaille, le lapin, le foie gras et les plats cuisinés, uniquement ceux qui sont composés de plus de 50% de viande. Et donc ensuite on a 2 degrés supplémentaires. Donc par exemple pour la volaille, on va avoir 2e degré poulet, puis 3e degré poulet entier et des coupes de poulet avec ou sans os. Et donc ça, on a ça pour tous les produits. Et ces produits sont détaillés par technologie, si existante. Donc on a le frais, le surgelé et l'ambiant. Et donc, ce qui nous donne au total 81 produits suivis. Donc, à noter que la méthodologie de Jira nous permet de couvrir le marché à 65%. Donc, si on regarde maintenant la partie plutôt à droite, donc vous avez la répartition par chiffre d'affaires en 2022. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, que les données de cette tranche, de cette filière, concernent 2021-2022. Donc, nous, on va plutôt s'attarder à faire une photo de 2022. Donc, ce qu'on peut voir pour le chiffre d'affaires, c'est que le chiffre d'affaires généré par la vente de viande aux restaurateurs en 2022 correspond à 5,2 milliards d'euros.
Et ce chiffre d'affaires, il est majoritairement réalisé en restauration commerciale. Donc 68% du chiffre d'affaires est réalisé en restauration commerciale, pour 32% réalisé par la restauration collective. Si vous regardez maintenant tout à droite, vous avez en termes de volume, donc la viande représente 590 000 tonnes. Et donc c'est réparti, encore une fois, en faveur de la restauration commerciale, donc 60%, puis à 40% par la restauration collective. Donc la part de ce segment pour la restauration collective est plus élevée que pour son chiffre d'affaires, car on peut imaginer qu'ils achètent plus de quantité, mais à des prix moins élevés que la restauration commerciale. Donc si maintenant on regarde en termes de répartition par catégorie de produits, on peut voir que la viande de bœuf représente la plus grosse part du chiffre d'affaires. Donc, si vous regardez ici l'histogramme en rose, 38% du chiffre d'affaires total de la viande est réalisé par le bœuf, par la viande de bœuf, ce qui représente 1,9 milliard d'euros. Et ce chiffre est en hausse de 2 points entre 2021 et 2022. Vous avez ensuite la charcuterie de porc qui représente 14% du chiffre d'affaires, en baisse d'1 point, et qui représente donc 692 millions d'euros. Vous avez ensuite les élaborés de volaille qui représentent 13% du chiffre d'affaires, ce qui représente 649 millions d'euros, qui est stable entre 2021 et 2022. Pareil pour la volaille, 13%, ce qui représente 608 millions d'euros. Vous avez ensuite le porc, 6%, le veau, 5%, le foie gras, 4%, le mouton agneau, 3%, produits tripiers, 2%, les plats cuisinés, 1%, et le lapin, moins de 1%. Donc, si on regarde maintenant la répartition collective commerciale, on voit que pour l'ensemble de la catégorie viande, la répartition, elle est... alors attendez, peut-être que je me trompe. Donc c'est ce que je dis tout à l'heure, pardon. La répartition se fait à 60% en faveur de la restauration commerciale et à 40% pour la restauration collective. Par contre, si on regarde dans le détail produit, on voit que certains produits vont être plutôt typés restauration collective en rose, et plutôt, donc par exemple, le porc, 64% de la viande de porc est réalisée en restauration collective. Le mouton agneau, 62%, le veau, 58%, ou le lapin, 56% des volumes. Et d'autres, au contraire, sont plutôt marqués restauration commerciale. Donc en bleu, vous avez notamment la charcuterie de porc à 60%, le foie gras qui est pratiquement entièrement consommé en restauration commerciale, donc 91% des volumes, les produits tripiers, 58%, et le bœuf, 57%. On a seulement la volaille qui est plus ou moins quasiment équitablement consommée à la fois en commercial et qu'en collective. Si maintenant on va regarder donc l'indicateur origine. Donc, une petite précision méthodologique, JIRA a pu déterminer l'origine grâce à l'indication présente dans la ligne produit. Donc, c'est une information qui peut être approximative. Donc, ça va être par exemple une indication du type Origine France, VBF, VPF, etc. Et lorsque l'information n'était pas précisée, on a pris le parti de classer le produit en origine Union européenne. Et donc, ce qu'on peut voir globalement, c'est qu'en 2022, 62% du chiffre d'affaires de la viande était réalisé sur de la viande d'Union européenne, et 37%, donc un tiers, réalisé sur de la viande d'origine France, et seulement 1% d'origine hors Union européenne, et tout en ayant en tête que ce chiffre n'a que très peu évolué entre 2021 et 2022. Si on regarde maintenant à droite le détail par type de viande, on voit que seuls la volaille et le porc ont une part qui va être supérieure à 50%. Donc la volaille, 57% du chiffre d'affaires est réalisé sur de la viande française, et 51% du porc est réalisé sur de la viande française également. On a ensuite donc le bœuf, 46%, en hausse d'1 point. Le veau, 35%, les produits tripiers, 26%, les élaborés de volaille, 22%, le foie gras, 20%, la charcuterie de porc, 21%, les plats cuisinés, 11%, mouton et agneau, 8%, et le lapin à 5%. On va regarder maintenant donc l'origine,
l'indicateur label. Et on voit donc que sur la totalité du chiffre d'affaires de la viande, 96% de la viande n'était pas labellisée, contre 4% qui étaient labellisés. Donc tout en sachant que JIRA a pu identifier plusieurs labels, donc le label AOP, le label IGP, le label bio, le label rouge et bleu blanc cœur. Et si on regarde pareil par type de viande, donc on peut voir que c'est la volaille qui a la plus grosse part de labellisés avec 8%, puis le foie gras 6%. Le porc à 6%, la charcuterie de porc 4%, le veau 4% également, mouton agneau 3%, le bœuf à 2%, les plats cuisinés 1%, les élaborés de volaille 1% également, le lapin et les produits tripiers à moins de 1%. Donc maintenant, on va regarder par technologie. Donc au global, pour l'ensemble des viandes, le chiffre d'affaires se fait majoritairement sur des produits frais. Donc ça représente 63% du chiffre d'affaires, soit 2,7 milliards d'euros. Puis en surgelé, 36%, 1,5 milliard d'euros, et ambiant, donc 1%, soit 32 millions d'euros. Si on regarde maintenant par type de restauration, on voit qu'il y a des spécificités en fonction du type. On voit par exemple que la part du frais est très importante en restauration commerciale indépendante. Donc près de 80% du chiffre d'affaires est réalisé sur une technologie fraîche. Et ensuite, contre seulement 21% en surgelé. À l'inverse, on voit qu'en restauration collective, en autogestion, l'approvisionnement se fait majoritairement vers des produits surgelés, donc 56% du chiffre d'affaires. On a ensuite donc deux segments qui sont plus ou moins en entre-deux. On a les SRC, donc les sociétés de restauration collective, qui sont, elles, à 56% du chiffre d'affaires en frais et 44% en surgelé. On a ensuite les restaurants chaînés, commerciaux chaînés, avec 61% de frais et 38% de surgelé. Et donc là, en fait, on s'approche plus ou moins d'un équilibre, mais la part de frais est quand même majoritaire. On va désormais passer à la filière fruits et légumes frais et transformés. Donc cette fois-ci, on est sur des données 2022-2023. Donc pareil, on va plutôt s'attarder à regarder 2023 ici. La nomenclature fournie, c'est celle-ci à gauche. Vous avez donc les fruits, les légumes, les légumineuses, les pommes de terre et les autres végétaux. Donc les autres végétaux, ça va être les substituts végétaux à la viande à base de légumineuses et les plats préparés à base de végétaux. Et donc, comme pour la viande, c'est divisé en frais, surgelés et ambiants, et ce qui nous permet de suivre 57 produits suivis. Donc vous avez le chiffre d'affaires en 2023 qui représente 4 milliards d'euros et les volumes qui sont en 2023 autour des 1,7 million de tonnes. Et donc on peut voir ici que les volumes sont majoritairement achetés par la restauration collective. Donc que c'est surtout vrai pour les volumes, avec 55% des volumes qui sont achetés en restauration collective et 45% qui sont achetés par la restauration commerciale, avec en fait pour le chiffre d'affaires 51-49. Donc si on détaille ce chiffre d'affaires par type de produit, on voit que ce sont les légumes qui représentent la plus grosse part du chiffre d'affaires avec 50% du chiffre d'affaires, ce qui représente 2 milliards d'euros. Vous avez ensuite les fruits qui représentent 25% du chiffre d'affaires, soit 1 milliard d'euros en 2023. Les pommes de terre qui représentent 22% du chiffre d'affaires et qui est en hausse de 2 points. Ensuite les autres végétaux, 2%. Et les légumineuses, 1%. Si on regarde maintenant, comme tout à l'heure, en fait, la répartition par type de restaurant, restauration collective en rose, restauration commerciale en bleu, on voit que les stratégies d'approvisionnement sont également différentes. Donc vous avez par exemple des fruits vous avez des fruits quatrième et des fruits quatrième gamme et des légumes quatrième gamme qui sont plutôt achetés par la restauration commerciale. À l'inverse, vous avez plutôt tout ce qui est transformé, donc pommes de terre déshydratées, légumes surgelés, fruits transformés, qui va plutôt être acheté par la restauration collective. Si on regarde maintenant pour l'origine, alors ici c'est pas comme pour la viande, on a pu avoir l'origine uniquement pour la tomate fraîche.
Et ce qu'on peut voir, c'est que l'Origine France gagne 2 points entre 2022 et 2023 et qui représente désormais 42% du chiffre d'affaires. Alors que l'Origine hors UE, elle perd 2 points et qui représente 25% du chiffre d'affaires. Et l'Origine européenne représente 33%, donc pour au total 188 millions d'euros. Donc on peut voir quand même que l'Origine France est la plus grosse part du chiffre d'affaires de la tomate fraîche. Si on regarde maintenant les parts de labels, on voit que cette part, donc elle est principalement portée par les produits non labellisés à 92% en 2023, contre 8% de produits qui sont labellisés. Et si on regarde dans le détail des produits, on peut voir que c'est principalement les fruits frais et les légumes frais qui vont être labellisés. Donc les fruits frais à 15% et les légumes frais à 13%. Vous avez ensuite, donc, tout en bas, plutôt les fruits 4e gamme, les légumes en conserve et les légumes 4e gamme qui sont peu représentés en termes de labels. Et si maintenant on regarde donc, en termes de technologie, on voit que le frais pèse pour près de 60% du chiffre d'affaires en 2023. Donc 58% plus précisément, ce qui représente 2,3 milliards d'euros. Vous avez ensuite le surgelé qui représente 28% du chiffre d'affaires de la filière fruits et légumes, soit 1,1 milliard d'euros. Et l'ambiant qui représente 15%, donc 601 millions d'euros. Donc si on regarde, comme tout à l'heure, par type de restaurant, on voit que la restauration commerciale chaînée et la restauration commerciale indépendante qui s'approvisionnent le plus en frais, en fruits et légumes frais, à 74% et 68%, et la restauration collective SRC à 56% et l'autogestion à 44%. Mais ce qu'on peut voir quand même, c'est que la part de surgelé est quand même assez stable pour tous les types de restaurants. Donc voilà pour les fruits et légumes. Donc une petite conclusion, ce qu'on peut retenir de tout ce que je vous ai dit, je sais que c'est un petit peu dense, donc si vous pouvez repartir avec quelques idées, ce serait celle-ci. Donc pour la première partie, ce qu'on peut retenir, c'est une hausse du chiffre d'affaires de 9%, portée par les 3 segments principaux de la consommation hors domicile. Pour la restauration collective, on a les secteurs du travail et de l'enseignement qui n'ont pas encore retrouvé le nombre de repas servis pré-Covid. La restauration commerciale avec la restauration rapide qui est vraiment le secteur le plus performant, les circuits Impulse donc avec des circuits alternatifs qui sont de plus en plus dynamiques. Pour la filière viande, donc on a des volumes qui sont majoritairement achetés par la restauration commerciale, que ce soit en chiffre d'affaires ou en volume, avec une viande de bœuf qui va être majoritaire, donc 38% du chiffre d'affaires. Plus de 50% du chiffre d'affaires de la volaille et du porc est d'origine France. Et la volaille, qui est la viande la plus labellisée en restauration hors foyer. Et ensuite, pour les fruits et légumes, on a des volumes qui sont ici majoritairement achetés par la restauration collective, avec environ 40% des tomates fraîches qui sont d'origine France, une part des labels qui est de plus en plus importante pour les fruits et légumes frais, et une part de produits surgelés constante pour tous les segments de la restauration. Voilà, merci beaucoup pour votre attention, et je passe la main à Nolan. Bonjour à tous, je suis Nolan Riwal-Puget et je travaille dans la même direction qu'Anissa, dans l'unité des filières spécialisées. Donc on travaille notamment sur le sujet vin et on a une étude avec Girafood sur justement l'approvisionnement du secteur café, hôtel, restaurant en vin. Donc je vais juste vous faire un point sur la méthodologie. Pour cette étude, le cabinet va enquêter 9 acteurs intermédiaires de la distribution organisée du secteur café, hôtel, restaurant, qui couvrent donc 85% de cette distribution organisée, mais qui en vin, par contre, ne représente que 40% des ventes de vin dans le circuit de la CHR. On est sur un segment, le segment vin, où l'approvisionnement se fait aussi beaucoup, donc à 60%, sur de nombreux acteurs plus spécifiques au vin, voire même directement au caveau. Donc plus compliqué à enquêter pour nous par rapport à ce qui a été dit au début sur les difficultés d'avoir des données sur le segment de la restauration hors domicile.
Nous, on a un historique un peu plus long, puisqu'on a une étude qui est faite chaque année en fait, sur le sujet du vin. On voit sur la dernière édition qui concernait les données 2023, on est en volume à 1,6 million à peu près d'hectolitres vendus au secteur café, hôtel, restaurant. Et en valeur, on est à 840 millions d'euros. On est sur des volumes qui sont relativement stables par rapport à 2022, qui restent en deçà par contre des niveaux d'avant-crise Covid de 2019. On est en deçà de 16%. Et pour information, en 2022, les niveaux étaient aussi en deçà des niveaux de 2019 de 16%. Donc on n'a pas évolué par rapport en volume. En valeur, en revanche, on a une légère valorisation, parce qu'on est à 3% de la valeur en progression par rapport à 2022. Ce qui est principalement dû à ce qu'on a déjà dit sur les autres filières et depuis le début sur la période inflationniste et donc l'augmentation des prix sur ces secteurs-là. On reste tout de même en deçà des niveaux de 2019 encore en valeur, on est en deçà de 2%. Et pour information, en 2022, on était en deçà de quasiment 5% par rapport au niveau de 2019. Donc on est quand même en train de reprendre en valeur par rapport à 2019, toujours avec cette situation inflationniste en 2023. Quand on regarde l'évolution du plus clair au plus foncé, c'est de 2018 à 2023. Quand on regarde l'évolution par secteur, on remarque que les seuls à présenter une hausse, en fait, ce sont les débits de boissons qui augmentent en volume. Les débits de boissons, ça représente 13% des volumes totaux de vin. Donc ils ont une hausse de 5% par rapport à 2022 et ils restent par contre en deçà de 2019 de 20%. La restauration traditionnelle qui représente les plus gros volumes, on est quasiment à 50% des volumes totaux, elle est en baisse par rapport à 2022 de un peu plus de 1%, 1,2%, et on reste en dessous des niveaux de 2019 de 13%. L'hébergement, on est à 8% des volumes totaux de l'approvisionnement en vin. C'est la plus forte baisse. On est à plus de 4% de baisse par rapport à 2022. Et on est à 32% en dessous des niveaux de 2019. Ça reste tout de même le secteur qui représente le moins de volume aussi sur le segment vin, dans l'approvisionnement du CHR. Et ensuite, les autres secteurs, on est à 30% des volumes. On est quasi stable par rapport à 2022. Et on est en dessous des niveaux de 2019 de 10%. Quand on regarde l'évolution de l'approvisionnement, donc là on est passé sur des vins tranquilles par couleur au fur et à mesure des années sur le secteur. On s'aperçoit qu'on a une perte de part de marché des rouges et des rosés. Entre 2018 et 2019, on a perdu 2 points en rouge et 3 points en rosé. Et ça se fait au profit des blancs secs qui récupèrent des parts de marché entre 2018 et 2023. Pardon. Et donc là, en fait, on rejoint un peu ça semble rejoindre les tendances de consommation sur le produit vin, où on est sur des tendances à vouloir des produits moins forts en alcool, plus légers, plus frais. Et les blancs secs se prêtent à ces moments de consommation et on consomme aussi de plus en plus en dehors des repas. Donc on est en plein dans les tendances de consommation avec ce produit-là. Pour les résultats du rosé, il faut aussi noter qu'on est sur un produit il y a une consommation très météo-dépendante. Une consommation qui se fait principalement sur la période estivale. Et donc la météo qu'on a sur la période estivale va beaucoup jouer sur la consommation des rosés. Si on regarde la répartition des ventes, toujours sur les vins tranquilles, par segment, on a une majorité qui se fait sous SICO, donc un gros tiers qui se fait en vente en AOP, qui est en légère baisse par rapport à 2022, un tiers principalement aussi plus d'un tiers en IGP, où là on a une hausse uniquement sur les blancs secs pour rejoindre ce qu'on a dit précédemment. Ensuite, on a les vins étrangers à 22% et les VSIG, c'est les vins de France, donc c'est sans AOP et sans IGP. Et là aussi, les hausses, quand on regarde dans le détail, se font principalement sur les blancs secs. Si on regarde maintenant la répartition des ventes par contenant sur le produit vin, la majorité écrasante se répartit entre les bouteilles de 75 centilitres et ce qu'on appelle les bibs, donc les bag-in-box, c'est ce qu'on appelle à tort les cubis, qui servent principalement en restauration pour tout ce qui est vin au pichet par exemple.
Donc on a aussi des données avec l'étude sur les principales origines des AOP et des IGP. Je rappelle qu'on est sur 40% des ventes, donc c'est des données qui ne représentent que les 40% qu'on a dans le scope de l'étude. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on a en AOP le principal bassin, en fait, c'est les AOP de Vallée du Rhône, avec surtout des rouges qui viennent de cette AOP-là. Bordeaux arrive en deuxième position à 16%, également avec une couleur principale qui est le rouge, et la vallée de la Loire qui est en troisième position avec un positionnement plutôt sur les rouges et les blancs. Quant aux IGP, on a une majorité d'IGP qui est l'IGP Pays d'Oc à 40%. Ensuite, on tombe à 15% avec les Languedoc et les Sud-Est, 14%. Sud-Est, donc Provence, on est sur une majorité de rosé en approvisionnement. En faisant un focus du coup maintenant sur les vins effervescents, donc quand on regarde un détail par segment, par catégorie, on s'aperçoit que les champagnes sont la seule catégorie à montrer une baisse en 2023 sur les volumes d'approvisionnement. On constate que depuis donc 2020, c'est ça, on était sur une tendance à la hausse des volumes pour tous les segments, et en 2023, les champagnes sont les seuls à présenter une baisse des volumes d'approvisionnement à 11%. Et la meilleure hausse se fait sur les vins étrangers à 14%. Donc quand on regarde dans le détail, si on fait un focus sur les vins étrangers, ce qu'on remarque, c'est que la majorité des volumes se fait sur le Prosecco. En 2018, ça représentait 63% des ventes de vins effervescents étrangers. En 2023, on est à 82%. Et on s'aperçoit que l'augmentation totale des volumes de vins étrangers se fait principalement par l'augmentation de Prosecco, qui est à relier à l'augmentation des spritz et de l'Aperol Spritz. Je vous ai fait donc rapidement juste pour voir sur une caractéristique du champagne, donc qui est en violet sur le graphique. Le cercle intérieur, c'est la répartition des ventes en volume, et le cercle extérieur en valeur. Ce qu'on remarque quand même malgré la baisse, c'est que le champagne donc en volume ne représente moins d'un tiers des ventes en volume, mais fait plus de 60% des ventes en valeur. Donc on est sur un produit qui est très bien valorisé de par le prix aussi, comme on peut le voir sur la diapo ensuite. Où j'ai regardé donc le prix moyen en euros par litre. En fait, le champagne se démarque par son positionnement en fait plus haut de gamme sur le positionnement prix, là où l'ensemble des autres catégories est plutôt sur une tranche en dessous des 8 euros le litre. Le champagne atteint quasiment les 30 euros le litre. Ça explique aussi éventuellement, donc, dans ce contexte inflationniste, la baisse des approvisionnements en champagne, qui sont sur un segment qui se positionnent sur une valeur plus élevée, et ont de nombreux concurrents qui sont sur des segments plus abordables. Donc la conclusion sur le focus 20, ce qu'il faut retenir pour 2023, c'est qu'on est sur un marché qui est stable en volume, mais qui se valorise, avec une hausse de la valeur qui est quand même à relier à l'inflation. Des niveaux qui sont toujours en dessous de 2019, on n'a toujours pas réatteint les niveaux de 2019 d'avant-crise Covid, et des débits de boissons qui semblent se démarquer comme étant plus dynamiques, et ça semble correspondre aux tendances de consommation qu'on voit sur une consommation en dehors des repas. Les vins tranquilles, on a les blancs secs qui se démarquent. Là aussi, donc une baisse de volume des rouges et des rosés au profit des blancs secs qui confirment leur croissance, que ce soit en volume comme en valeur. Et là aussi, on est en accord avec les tendances de consommation actuelles sur les produits vins, où on recherche des produits moins forts en alcool et plus frais. Et ensuite, concernant les effervescents, on a sur une baisse de volume des champagnes, qui restent tout de même les principaux contributeurs à la valeur sur les ventes de vins effervescents, de par leur positionnement prix. Et en parallèle, le Prosecco qui continue de progresser dans le secteur de la CHR, notamment avec l'arrivée il y a quelques années de la communication Aperol Spritz, et qui est un des principaux concurrents dans les domaines des effervescents au champagne. Merci pour votre attention. On a beaucoup parlé, donc peut-être vous avez des questions à poser sur les interventions qui sont succédées, et on sera ravis d'essayer d'y répondre au mieux. Je vois une question là-bas. On a un deuxième micro, je ne sais pas si quelqu'un peut passer ça.
Merci. Paul Turban, Les Échos, j'avais une question sur la viande. Vous avez dit que les viandes où vous n'aviez pas l'origine ont été rubriquées en origine UE. Est-ce que vous connaissez la part de ces viandes dont on ne connaissait pas l'origine et qui du coup ont été mises en UE? Est-ce que c'est significatif ou pas? J'avoue que là, tout de suite, j'ai pas la réponse. Je pense pas que ce soit significatif. En fait, c'est un parti pris parce qu'il existe quand même assez peu de viande, par exemple d'origine France, où l'indication ne serait pas indiquée parce que c'est plutôt un gage de qualité. Et à l'inverse, des viandes d'hors Union européenne, comme par exemple l'agneau de Nouvelle-Zélande, pareil, c'est souvent indiqué. Donc c'est globalement, c'est approximatif, mais c'est quand même, je pense qu'on a quand même assez bien l'information. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, bonjour, Isabelle Senan de la FCD. Moi, j'ai une question concernant le tout début de la présentation sur les données INSEE en termes de consommation des ménages. Je me demandais ce que recouvrait la partie restauration hors foyer, notamment dans le collectif. Est-ce que l'INSEE est capable de déterminer ce que les dépenses représentent? Je pense notamment à la restauration scolaire, où vous avez souvent des coefficients selon les revenus des foyers. Donc est-ce que c'est ce qui est vraiment dépensé par les familles, ou alors est-ce qu'il y a une reconstitution des dépenses en restauration collective? Ouais, je pense que pour l'INSEE, on est sur les dépenses des ménages. Le point de vue de l'INSEE, c'est budget des familles, donc c'est les dépenses des ménages, mais sous contrôle des collègues qui n'hésiteront pas à me contredire. Ce qui va expliquer qu'on a des chiffres assez différents sur les études GIRA, où on est sur du chiffre d'affaires. Et le chiffre d'affaires, il est payé on va dire plutôt en représentation du coût complet de la marchandise. Par contre, c'est hors subvention à des collectivités des collectivités d'entreprise d'ailleurs, pour le ménage. C'est-à-dire que le ménage paye beaucoup moins en restauration collective que le prix réel du repas. Donc ça peut expliquer pourquoi on a des chiffres qui sont relativement différents d'ailleurs. Alors, je n'ai pas précisé, j'en prie pour le faire là. Les données de cadrage sur budget des familles, c'est des données de 2017. C'est une étude relativement ancienne de l'INSEE. Elle est en cours de mémoire, elle est en cours de renouvellement en 2025. L'INSEE est en train de l'engager, mais on n'aura pas de données tout de suite pour pouvoir voir comment ces chiffres-là ont évolué. Ça sera intéressant à voir parce qu'ils ont certainement quand même un peu bougé depuis, avec à la fois l'inflation et puis des changements de consommation au-delà de l'inflation qui ont été quand même relativement prononcés depuis 7-8 ans. Mais donc voilà, l'INSEE, on est plutôt sur une perspective budget, donc les dépenses réellement engagées par les ménages, alors que sur l'étude GIRA, on est plutôt sur du chiffre d'affaires fournisseurs en gros, vis-à-vis des acheteurs. Bonjour, Boris Duflo de l'Institut de l'élevage. Merci pour cette conférence, parce que c'était très riche d'informations, j'ai trouvé. C'est pour rebondir un peu sur la question du journaliste des Échos. Je me demande s'il n'y a pas des questions de déperdition d'informations. Alors je comprends que les personnes qui ont fait les enquêtes n'aient pas toute l'information sur l'origine de l'élevage, de l'abattage, mais il y a peut-être des produits qui sont étiquetés UE, dont une partie de la matière première puisse provenir de pays tiers. C'est le cas en volaille, ça peut être le cas en viande bovine. Donc je pense que... Et puis c'est 2022, donc il y a eu aussi, avec la guerre en Ukraine, certains changements, notamment je pense à la volaille. Je pense que Simon il pourrait dire davantage que moi. Donc les 1%, on pense que ça laisse l'impression que c'est quand même une quantité qui est un peu minimisée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors on est en 2022, effectivement. Après, sur la volaille, mais Simon, qui effectivement pourra compléter pour le secteur, j'ai en tête que sur la volaille, même pour la France, l'essentiel des importations s'est fait, mais par déplacement. C'est-à-dire qu'on a importé davantage depuis 2022, avec la guerre en Ukraine, de poulets d'origine Pologne. Et par contre, l'Europe a importé beaucoup plus de poulets ukrainiens, ça c'est sûr, mais c'est plutôt l'Europe qui a importé, j'ai le sentiment en tout cas, mais sous le contrôle de l'Italie qui maîtrise mieux le sujet, que ça s'est fait par déplacement en tout cas. C'est-à-dire, nous on importe plus de poulets polonais, c'est très vrai, ça se voit dans les chiffres, et inversement, l'Europe a importé beaucoup plus de poulets polonais de poulets ukrainiens depuis 2 ans. Ouais. J'avais effectivement la même question, parce que moi aussi ça m'interpelle pour la volaille, je pense aussi pour certaines viandes, l'agneau, ça a été dit, ou le lapin.
Et en fait, la difficulté qu'on a, bon déjà pareil que Boris, je trouve l'étude hyper intéressante parce que c'est vraiment des secteurs sur lesquels on a très peu de chiffres, donc c'est hyper intéressant d'avoir ce type de chiffres. Mais sur l'origine, effectivement, je serais un peu plus prudent parce que on sait que notamment en France, alors on importe effectivement très peu directement des pays tiers, mais on a quand même beaucoup aussi de réexports, notamment Belgique, Pays-Bas. Et dans ces réexports, on sait qu'il y a une part importante, mais justement, on a du mal à savoir combien exactement. Donc, ce serait vraiment quelque chose qui serait intéressant d'avoir, qui viennent de Brésil, d'Ukraine, Thaïlande, etc. Et on sait qu'au niveau européen, il y a un quart de la viande de volaille qui est importée de pays tiers. Et donc, du coup, forcément, en France, il y en a une part aussi qui est supérieure à 1%, sans qu'on sache dire précisément combien, quoi. Donc, je pense qu'effectivement, il y a un truc quand même à aller chercher une information complémentaire pour... voilà. On sait que c'est pas 1%, mais combien... c'est compliqué. Cette information-là, elle est très très dure à obtenir. Pour faire l'exercice sous différents angles, on l'a fait pour le Brexit, on l'a fait pour un certain nombre de sujets. On arrive tracer les flux intra-européens des importations, c'est très compliqué. Les statistiques douanières ne matchent pas selon les bases. On l'a encore retesté sur d'autres sujets. On l'a vu pour les céréales, pour un autre sujet. Pour voir aussi l'importance des importations d'origine ukrainienne. Et les données douanières ne matchent pas selon les bases parce que les règles de déclaration selon l'origine et la provenance ne sont pas toujours les mêmes selon les bases de données. Donc c'est un sujet sur lequel, sur l'origine, on sait que c'est un sujet très attendu et sur lequel on essaie d'éclairer au mieux avec les données dont on dispose. Et ce qu'on disait, c'est des proxys en fait. C'est des proxys parce qu'on n'a pas mieux. Il n'y a pas de base de données européenne. Il faudrait qu'il y ait ça, une base de données européenne qui trace l'ensemble des flux pour pouvoir les attribuer. Tant que ça n'existe pas, du coup, on fait avec des données qui sont des déclarations, des signaux en gros sur le produit qui permettent de l'attribuer à une origine. Et sur la partie GIRA, on est sur aussi du déclaratif et de l'information dans du B2B et avec niveau de précision qui peuvent être assez variables aussi. D'autres questions ? Bon, c'était donc... J'ai trouvé aussi intéressant que vous essayiez d'approcher la valeur unitaire des prestations de repas. J'imagine que c'est pas évident. Est-ce qu'on sait quelle est la composition du coût d'un repas, en fait, la part de l'alimentation, alors c'est peut-être pas dans cette étude, et la part des autres charges du type main-d'œuvre, etc. Parce que tous ces postes-là ont pas mal augmenté avec l'inflation. Et est-ce que vous avez essayé de comparer l'évolution des indices de prix de repas par rapport à différents types de charges qui pourraient être susceptibles de composer le coût d'un repas ? Alors non, on ne l'a pas fait, c'était pas l'objet de l'étude. Et c'est quelque chose qui n'est pas évident non plus parce que les postes de charge, ils sont assez nombreux et ils sont assez différents, il me semble, en tout cas selon les circuits. On parlait déjà aussi d'ailleurs de technologie. C'est pas le coût de l'énergie, c'est pas la même chose pour du surgelé et pour de l'ambiant. On a un niveau de service en gros offert par les sociétés qui sont pas du tout les mêmes non plus. Donc c'est assez compliqué à faire. Voilà, l'objet c'était pas d'essayer de faire une sorte d'OFPM de la restauration, de la consommation au domicile. Donc là, ça on n'est pas en capacité de le faire tout de suite. Non. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut se redonner le plaisir d'applaudir Nolan, Anissa et Pierre. Et donc, l'étude complète, donc avec à la fois les graphiques et les commentaires et les analyses, sera en ligne sur le site de France Agrimaire. En mars, tu dis mars, mais mars c'est la semaine prochaine, Anissa. Fin mars, voilà. Donc on va vous frustrer en vous disant qu'on ne fera pas circuler le PowerPoint tel qu'il a été montré là, parce qu'il y a vraiment tellement besoin à chaque diapo par diapo de préciser ce que ça dit et ce que ça dit pas, qu'on préfère vraiment... voilà, vous avez pris ce que vous avez, les notes, etc. Mais on publiera l'étude complète très très prochainement au plus vite. Voilà, merci à tous. Merci.